Les monstres marins fascinent. Certains auteurs ont d'ailleurs su exploiter avec succès cet engouement. Pour ceux et celles qui ont lu 20 000 lieues sous les mers, l'un des moments les plus angoissants du roman de Jules Verne reste ce combat dantesque entre le capitaine Nemo et une pieuvre géante. Sans doute inspiré par les récits des marins, la bête imaginaire de Jules Verne est-elle vraiment fictive? Septembre 1901. Le capitaine S.F. Scott est aux commandes d'un canot de sauvetage en direction du phare de Race Rocks au large de l'île de Vancouver. De là, il pourra guider le voilier dans lequel il se trouvait en lui indiquant un passage et un endroit sécuritaire pour accoster. Mais le vent est tombé et le voilier, emporté par les forts courants, dérive vers des récifs dangereux. Scott progresse vite lorsque soudain une présence inattendue le menace. Dans l'obscurité, son embarcation est frappée de plein fouet et le capitaine est projeté dans les eaux froides du Pacifique. Le marin émerge à la surface, repère son canot renversé, nage aussitôt en sa direction. Scott rejoint l'embarcation, se glisse en dessous et s'agrippant au montant, tente de le retourner. Sous l'eau, une forme s'enroule alors autour de son mollet à la manière d'un serpent agressif. Avant même que l'animal ait le temps de refermer son étreinte, le capitaine Scott comprend l'horreur de la situation. Une pieuvre est en train de s'agripper à sa jambe. Et à en juger par la grosseur du tentacule, l'animal doit faire dans les 15 à 20 mètres de long. La pieuvre tente d'immerger sa proie, mais Scott s'accroche désespérément au canot. Scott va se battre pendant près d'une demi-heure pour sauver sa vie. Là, de cette lutte invraisemblable, l'animal relâche finalement son étreinte et disparaît dans les eaux sombres, abandonnant l'homme exténué. Les légendes scandinaves l'appellent Kraken, une pieuvre ou un calmar si gigantesque qu'il serait capable d'enlacer dans ses tentacules un navire entier pour l'entraîner dans les profondeurs. L'histoire du Kraken date de plusieurs siècles. Au fait, dès le début de la navigation, les premiers marins, très superstitieux, ont témoigné avoir vu des créatures inconnues lors de leurs voyages océaniques. L'histoire exagérée du Kraken est probablement basée sur les premières observations de calmars géants. Ces visions, combinées à la mythologie et à leur peur, ont hissé le calmar géant au rang de créature monstrueuse. Pour ceux qui ont lu 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ou encore qui ont vu le film dans lequel un kraken attaque le Nautilus du capitaine Nemo, la question se pose. Le kraken, cet animal légendaire, existe-t-il vraiment? Je crois simplement que Jules Verne était un bon écrivain avec une imagination très fertile. Le film 20 000 lieues sous les mers a fait du calmar géant une menace pour les navires et un monstre mangeur d'hommes. Il n'y a aucune preuve concrète pour valider cette caricature morbide, sauf de longs tentacules gluants. Jusqu'au 19e siècle, la science ne voyait dans le kraken qu'une créature mythique, comme les licornes ou les sirènes. Mais la découverte de carcasses de grande taille, entre 7 et 10 mètres, a amené les zoologues à s'intéresser aux légendes du kraken. Même si ces carcasses étaient loin des dimensions attribuées au mythique kraken, les scientifiques étaient néanmoins disposés à croire en l'existence de pieuvres de très grande taille vivant dans les profondeurs abyssales. En réalité, un spécimen de calmar peut atteindre une longueur de 12 à 15 mètres, du sommet de la tête à la pointe d'un tentacule. Rien ne prouve qu'il puisse sortir ses tentacules de l'eau, encore moins saisir un navire ou un homme. Les gens imaginent cette force irréelle quand ils aperçoivent sa taille impressionnante à la surface de l'eau. Un événement survenu à Terre-Neuve a vraiment pavé la voie à l'étude des pieuvres géantes. En octobre 1873, Daniel Squires, Theophilus Pickett et son jeune fils de 12 ans, Tom,
pêchent au large de Portugal Cove. Soudainement, les hommes aperçoivent une grande masse pâle qui flotte entre deux eaux. Ils ont aperçu une masse inerte sur l'eau et se sont approchés pour l'examiner. Tout à coup, en la touchant, le calmar géant s'est mis à bouger tout en essayant de renverser le bateau. C'est à ce moment-là que le jeune Tom Pickett s'empare d'une hachette qu'il abat avec toute la vigueur de ses 12 ans sur les bras visqueux de la pieuvre, sectionnant 3 de ses tentacules. Effrayé et blessé, le calmar a disparu sous la surface, en lançant un jet d'encre. Rapidement, les pêcheurs ont regagné la berge. Évidemment, personne ne les a crus, mais ils avaient des preuves concrètes. Ils ont exhibé les tentacules qu'ils ont ramenés sur la berge. L'un des tentacules a été mangé par un chien, un autre a disparu, et le dernier a été examiné par un chercheur de St. John's. Le membre amputé va se révéler la première véritable preuve matérielle de l'existence d'une toute nouvelle espèce de calmar géant. Aujourd'hui, un siècle après l'aventure du jeune Tom Pickett, le calmar géant est devenu une réalité scientifique. Malheureusement, les études n'ont pu se faire à ce jour qu'à partir de carcasses rejetées sur les côtes de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Zélande. Personne n'a jamais été capable d'étudier la bête dans son environnement et encore moins de la filmer. Tant et si bien que malgré son passage de légende à réalité, le calmar géant demeure une énigme. Même sa taille fait l'objet de mésententes entre les experts. Actuellement, les chercheurs sont d'avis qu'un calmar géant peut atteindre 20 mètres de long. Bien sûr, il existe depuis des siècles des écrits littéraires et folkloriques et même scientifiques qui parlent de calmars aussi longs que 30 mètres. Mais nous n'avons aucune preuve concrète que de telles bêtes existent. À en croire certaines rumeurs, les calmars géants pourraient largement excéder les 15 ou 20 mètres proposés par les scientifiques. Des pêcheurs affirment en effet avoir observé sur la peau de cachalot des marques de ventouses vraiment géantes. Les comptes rendus de marques de ventouses géantes observées sur des baleines, 15 cm, 30 cm ou même 45 cm de diamètre, sont toujours exagérés. Il n'y a aucune preuve en ce sens. Les plus grosses traces de ventouses documentées mesuraient 8 cm de diamètre, comme ceci. La taille de ces animaux n'est pas le seul sujet de divergence. Les experts ignorent avec précision quelles sont les habitudes alimentaires, la longévité et les mœurs de ces monstres marins. On ignore même s'il n'existerait pas plusieurs variétés de calmars géants. Architeuthis a été considéré depuis toujours comme étant le calmar géant. En 1925, une autre espèce encore plus grande a été découverte. Il s'agissait d'un spécimen juvénile, mais sa taille était comparable à celle d'un spécimen adulte de la variété géante déjà connue. Mesonychoteuthis, appelé aussi calmar colossal, vit dans l'Antarctique et se nourrit de poissons, qui peuvent avoir jusqu'à 2 mètres de long. Au fait, les carcasses de calmars géants que nous étudions proviennent souvent des estomacs de baleines. Ce sont les baleines qui mangent les calmars géants, et non l'inverse. Même si on ne leur connaît pas un caractère particulièrement belliqueux, les calmars géants peuvent à l'occasion se révéler d'inquiétants prédateurs. En mars 1941, le transporteur de troupes britannique Britannia est coulé par un navire allemand dans l'Atlantique Nord. Des rescapés parviennent à monter sur un petit bateau, si exigu que certains doivent rester dans l'eau, cramponnés au bateau. De temps en temps, ils échangent leur situation inconfortable dans les eaux froides contre celle un peu plus sûre de leurs compagnons sur l'embarcation renversée. Une nuit, survient un calmar géant.
De l'un de ses tentacules, il enlace un homme, l'arrache au radeau et l'entraîne dans les profondeurs pour revenir à la charge et s'attaquer au lieutenant Cox. Mais curieusement, cette fois, l'animal n'insiste pas. D'après les survivants, l'animal, par la longueur de ses tentacules, devait mesurer dans les 15 mètres de long. Dans les années 1970, le Canada s'est hissé en tête de liste pour l'étude des calmars géants, grâce au regretté Dr. Frederick A. Aldrich de l'Université Memorial de Saint-Jean-Terre-Neuve. Frederick Aldrich était d'origine américaine. Il a étudié la biologie marine à l'Université de Terre-Neuve. Au début, il s'est intéressé aux calmars en général pour ensuite se consacrer uniquement aux spécimens géants. Il a étudié une quinzaine d'entre eux, ce qui lui a valu une expertise internationale. En 1988, le scientifique a fait circuler des tracts aux quatre coins de Terre-Neuve, invitant tous les riverains et pêcheurs à lui signaler la découverte de toute carcasse de pieuvre ou autre animal non identifié. En 1988, Frederick Aldrich a essayé de filmer les calmars dans leur habitat naturel en utilisant une caméra submersible. Il a obtenu la collaboration de la marine canadienne et son expédition a été subventionnée en partie par la société américaine du National Geographic. Il était au bon endroit au bon moment. Malheureusement, les calmars géants, eux, ne se sont pas montrés. Néanmoins, au fil des ans, ces recherches ont révélé le peu que nous savons aujourd'hui sur ces fantastiques monstres des profondeurs. Est-il possible que la légende du Kraken ait été inspirée par des histoires de marins qui, à l'instar du jeune Tom Pickett, se soient retrouvés face à face avec des calmars géants? Véhiculés par la peur et la rumeur, ces témoignages ont-ils contribué à entretenir un mythe factice ou au contraire, nous ont-ils permis de progresser dans notre connaissance des océans et des mystères qui s'y cachent? Dans son livre « The Search for the Giant Squid », l'auteur Richard Ellis écrit que sans la perspective de ces grands animaux inconnus, les grandes profondeurs abyssales nous sembleraient bien monotones. Jules Verne sera sans doute d'accord avec lui.